Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Salut, cher futur docteur. Notre vidéo aujourd'hui sur l'ostéologie des membres supérieurs. On commence avec le premier QCM qui dit on classe les os en A. Des os courts, B. Des os ondulés, C. Des os longs, D. Des os plats. Alors, c'est quoi la réponse? C'est à vous. Bravo. On classe les os en des os courts, des os longs et des os plats. Donc, on a 3 types. On passe. Concernant la couleur des os, A. Ils sont blancs rosés sur le vivant. B. Ils sont blancs rosés sur le cadavre. C. Ils sont jaunâtres sur le vivant. D. Ils sont jaunâtres sur le cadavre. E. Ils sont bruns sur le cadavre. C'est quoi la réponse? Super. Donc, en classe, en concernant la couleur des os, ils sont blancs rosés sur le vivant et ils sont jaunâtres sur le cadavre. À propos de la morphologie générale, A. Un os plat a toujours un corps. B. Un os long a 12 épiphyses. C. Un os court peut être assimilé à un cube grossier. D. Un os long a des faces. Alors, c'est quoi la réponse? Très bien. On a B et C. Un os long a 12 épiphyses. Et un os court peut être assimilé à un cube grossier. Donc, on parle un peu sur la morphologie générale des os. Donc, on a 3 types. On a l'os long, qui a toujours un corps que l'on appelle encore la diaphyse et 12 extrémités, encore appelées les épiphyses. Un os plat a toujours 2 faces et un nombre variable de bords et d'angles. Et l'os court peut être assimilé à un cube grossier, ce qui permet de lui décrire en principe 6 faces avec des bords et des angles correspondants. On passe à la question suivante qui dit concernant la clavicule. A. La face inférieure est lisse. B. Le bord inférieur présente, E avec accent aigu, une convexité dans le 2/3 médial. C. L'extrémité médiale est volumineuse. D. L'extrémité médiale représente une facette articulaire elliptique. Donc, c'est quoi la réponse d'après vous? Très bien. On a B et C. A dit la face inférieure est lisse.
Donc, c'est faux. C'est contrairement, c'est la face supérieure qui est lisse. B, il est juste. Le bord antérieur présente une convexité dans le 2/3 médial et une concavité dans le tiers latéral. C'est pour l'insertion du deltoïde. Très bien. Sachant que le bord postérieur, regardez bien la photo, le bord postérieur, il présente une concavité dans les 2/3 médial et une convexité dans le tiers latéral. L'extrémité médiale est volumineuse, et c'est vrai. Voici l'extrémité médiale dans le cercle noir. L'extrémité médiale représente une facette articulaire elliptique, c'est faux. Mais pourquoi c'est faux? Donc, c'est l'extrémité latérale qui présente la facette articulaire elliptique. Sachant que l'extrémité médiale, sa facette articulaire est triangulaire, qui s'articule avec le sternum et le premier cartilage costal. La suivante QCM dit: quelle structure osseuse de la scapula qui est impliquée dans l'articulation gléno-humérale? Donc, l'articulation gléno-humérale, autrement dit, l'articulation scapulo-humérale. Donc, c'est simple. On a 4 propositions. A, l'acromion. B, la cavité glénoïde. C, le processus coracoïde. Et D, l'épine de la scapula. Donc, c'est quoi, d'après vous? Bien sûr, c'est B, c'est la cavité glénoïde. Regardez la flèche ici. C'est une facette articulaire de la scapula. On passe. La caractéristique principale du corps de l'humérus qui le distingue à mi-hauteur est A, la tuberosité deltoïdienne sur la face latérale. B, le sillon du nerf radial sur sa face médiale. C, la présence d'une crête supra-épicondylienne médiale uniquement. D, une section transversale triangulaire sur toute sa longueur. Alors, on a 4 propositions. L'un dit est juste. C'est quoi? Donc, la réponse c'est A. C'est la tuberosité deltoïdienne sur sa face latérale. Donc, celle-là est à mi-hauteur. Donc, on peut la distinguer bien dans un vue antérieure. Sur cette schéma à gauche, regardez bien le cercle. Donc, c'est la tuberosité deltoïdienne, autrement dit, la vie deltoïdienne. D'accord? Il y a d'autres schémas que l'on peut distinguer aussi dans la vie postérieure. Vous faites une petite recherche. Hein? Très bien. On passe. Quel os de l'avant-bras forme la majeure partie de l'articulation du coude avec l'humérus? A, le radius. B, l'ulna. C, le carpe.
dit l'humérus. Donc, le carpe au niveau de la main, l'humérus au niveau du bras. Mais au niveau de l'avant-bras, on a deux os. C'est le radius ou l'ulna. Donc, c'est l'un des deux. C'est quoi d'après vous? Très bien, c'est l'ulna, c'est facile. On passe. Parmi ces os, un seul s'articule directement avec le squelette axial. A. L'humérus. B. La scapula. C. Le clavicule. Et D. Le radius. Donc, qui s'articule directement avec le squelette axial. Quand on dit le squelette axial, c'est-à-dire le squelette du tronc. D'accord? Squelette du tronc. Donc, c'est la clavicule. Très bien, c'est la clavicule qui s'articule. Regardez le schéma. On passe. Le bord médial de la scapula donne insertion au A. Muscle infraépineux. B. Le muscle deltoïde. C. Le muscle rhomboïde. D. Le muscle subscapulaire. E. Le muscle angulaire. Ici, c'est un quotient. Il y a plus d'une réponse qui est juste. Réfléchissez-vous et dites-moi. Très bien, on a le muscle rhomboïde. Regardez sur le schéma, il est en bas, l'insertion en bas, sur le bord médial de la scapula. Et on a le muscle angulaire. Juste une remarque. Donc, on dit le bord médial ou bien le bord spinal. D'accord? Donc, il est long. Il présente un angle ouvert en dehors, répondant à la surface triangulaire de l'épine de la scapula. La question suivante dit la cavité glénoïde de la scapula. A est située sur la face postérieure. B est orientée en haut et en dedans. C reçoit la tête de l'humérus. D est limitée inférieurement par le processus coracoïde. Alors, d'après vous, c'est quoi la réponse? Très bien, si, elle reçoit la tête de l'humérus. Donc, la cavité glénoïdale, c'est une surface, ou bien présente une surface articulaire. Donc, la proposition qui dit que la cavité glénoïde est située sur la face postérieure, c'est faux. Ni à la face postérieure, ni à la face antérieure, plutôt sur l'angle latéral. Regardez bien cette illustration qui présente un vue antérieur à droite et un vue postérieur à la gauche. Donc, voici la flèche rose. C'est l'angle latéral, bien l'angle externe. Et la proposition qui dit que la cavité glénoïde est orientée en haut et en dedans, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'elle est orientée en dehors et un peu en avant. Et la dernière proposition qui dit qu'elle a été limitée inférieurement par le processus coracoïde, c'est faux aussi, parce que c'est inférieurement qui est
Faux. Plutôt supérieurement. Regardez bien l'illustration. Regardez la flèche bleue qui montre le processus coracoïde. Il est supérieurement de la cavité glénoïde.